Le 10 juillet 2011, Christophe Piédoux se rend à la police de Breux pour signaler la disparition de sa femme. Anne Caudal est introuvable, mais suite à plusieurs jours d'enquête, la police va se retrouver face à une énorme révélation. Christophe n'est pas celui qu'il prétend être, et peut-être bien qu'il en sait un peu plus que ce qu'il ne dit sur la disparition de sa compagne. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Anne Caudal, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une histoire de féminicide. J'avais vraiment très envie d'en parler. Il y a beaucoup de féminicides dont on ne parle pas. Ou si on en parle, c'est des grandes histoires. Mais parfois, on ne parle pas des petites histoires. Donc voilà, ici, je ne sais pas si c'est une histoire très connue. Je ne pense pas. Donc j'avais vraiment très envie de vous en parler. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon compte YouTube si vous avez envie de soutenir la chaîne en faisant un don. Maintenant que tout ça est dit, lançons-nous maintenant dans la vidéo. L'histoire commence le 10 juillet 2011 à 9h du matin. Un homme va arriver à la gendarmerie de Breux, une ville française située en région de la Lorraine-Gaumaise. Cet homme s'appelle Christophe Piédoux et il se rend à la police pour reporter la disparition de sa compagne de 28 ans, Anne Caudal. Il va expliquer s'être absenté quelques jours et à son retour, sa femme a tout simplement disparu. Il expliquera avoir attendu 48 heures avant d'être venu au poste de police, mais ce qui l'inquiète le plus, c'est que Anne, sa compagne, est enceinte de 3 mois. Christophe va expliquer avoir essayé d'appeler Anne à plusieurs reprises, il lui a laissé beaucoup de messages sur son téléphone, mais il n'aura strictement aucune nouvelle. Il dira que voilà, il a vraiment tout essayé, mais Anne ne lui a jamais répondu. Il expliquera aussi à la police que Anne allait très bien, elle était vraiment très heureuse d'être enceinte et que donc il est sûr qu'elle n'a pas fugué ou essayé de mettre fin à ses jours. La police va donc prendre l'affaire très au sérieux et va décider de se rendre chez le couple. Ils habitent un joli petit appartement au centre de Breux. Quand la police va pénétrer dans l'appartement du couple, ils vont trouver un appartement vraiment très joli, bien rangé, bien propre. Donc vraiment, ça ne laisse percevoir rien du tout. Il n'y a pas de signe de lutte, pas de signe d'une crise de nerfs où il aurait pu jeter des choses par terre ou quoi que ce soit. Vraiment, tout est très bien, tout est très bien rangé. Donc voilà, strictement aucun indice dans l'appartement. La police va alors chercher les affaires de Anne dans l'appartement et ils comprendront qu'elle est partie avec son sac à main, donc avec son portefeuille et ses papiers d'identité. Aussi, ils vont voir que son téléphone n'est pas dans l'appartement, donc on peut penser qu'elle est partie avec. Les policiers vont alors se mettre à interroger les voisins qui habitent dans le même immeuble que le couple, histoire de voir si l'un ou l'autre aurait vu ou entendu quelque chose, mais ça ne donnera rien, personne ne dira quoi que ce soit, personne n'a rien entendu, personne n'a rien vu. La police va ensuite aller voir les commerçants autour de l'immeuble, ils vont aussi essayer de récolter leurs témoignages, mais encore une fois, ça ne donnera strictement rien. Par la suite, la police va se rendre au travail de Anne. Anne était fleuriste dans une jardinerie, donc elle avait quand même pas mal de collègues. Mais malheureusement, personne n'avait eu de nouvelles d'Anne depuis quelques jours et elle n'était pas venue travailler non plus. Donc voilà, à part dire ça, ses collègues n'ont vraiment pas apporté une grande aide à la police, ils en savaient rien de plus. Au final, la police va tout de même décider de suivre la piste de la fugue soudaine. À 3 mois de grossesse, ils se disent que c'est totalement possible. Par contre, la voiture de Anne est toujours sur le parking de l'appartement, donc ça veut dire que si elle a vraiment fugué, elle a fugué à pied ou en transport en commun. Et donc si elle a fugué en transport en commun, c'est fort possible que des gens aient pu la voir et donc là ça donne une nouvelle piste à la police. Dans un premier temps, ils vont donc aller voir les réservations de train et on leur dira qu'aucune réservation au nom de Anne Caudal n'a été enregistrée. La famille et les amis d'Anne vont eux aussi être interrogés et ils diront qu'il est impossible qu'elle ait fugué. Ils diront que Anne était une femme heureuse et pétillante et qu'elle était vraiment heureuse d'être enceinte et que même elle ne parlait que de ça. Au final, l'enquête devient de plus en plus compliquée et la police de Breux va passer le dossier à la police de Rennes, qui est quand même un peu plus qualifiée dans ce genre de disparition. On est donc 5 jours après la disparition de Anne et la police de Rennes va mettre en place de très grands moyens dans le but d'essayer de la retrouver. Des hélicoptères vont être déployés, des plongeurs vont fouiller les cours d'eau, des chiens vont aussi enquêter sur l'affaire et plus de 70 policiers vont venir tout fouiller dans le village de Breux pour essayer de trouver au moins un indice. Par contre, c'est vraiment fou parce que même avec tout ça, strictement rien ne va être
retrouvée. Le père, la mère et le compagnon d'Anne vont alors prendre les choses en main et vont essayer de médiatiser le plus possible la disparition. Ils vont alors contacter la presse et finalement la maman et le père de Anne vont passer à la radio. Par contre, son compagnon lui aussi va passer à la radio, donc Christophe. Par contre, lui, il va vouloir rester anonyme. Mais là, les soupçons vont donc venir se tourner vers Christophe. C'est assez infondé pour le moment, mais les journalistes vont venir trouver qu'il en fait trop et qu'il est vraiment étrange. Ça donc c'est l'avis des journalistes, mais au même moment les policiers vont se mettre à penser la même chose pour eux aussi. Christophe est bizarre, il en fait beaucoup trop. Ils vont alors avoir l'idée de se planquer en bas de l'appartement du couple pour pouvoir observer les agissements de Christophe. Et vous allez voir qu'au final, ils ont vraiment bien fait de faire tout ça. Donc les policiers sont en planque et là, ils vont voir une voiture s'arrêter devant l'immeuble où habitaient Christophe et Anne. La voiture reste là, à moitié stationnée, et à l'intérieur, il y a une femme blonde. À ce moment-là, Christophe sort de l'immeuble, rentre dans la voiture de la femme et se met à l'embrasser. Après ça, Christophe sort de la voiture et rentre seul chez lui. La jeune femme blonde, elle, va se garer. Elle attend quelques secondes dans sa voiture, puis monte le rejoindre dans l'immeuble. La police va donc attendre et là, ils se rendront compte que c'est seulement le lendemain matin que la jeune femme va quitter l'immeuble pour rentrer chez elle. Alors la police va effectivement très vite retrouver l'identité de cette femme grâce à sa plaque d'immatriculation. Ils vont très vite se rendre compte que la femme est fleuriste tout comme Anne et ils vont donc alors l'interroger. La femme va alors reconnaître être la maîtresse de Christophe et dira avoir passé plusieurs nuits chez lui récemment. Et d'ailleurs, et ce qui est vraiment triste, la dernière nuit qu'elle a passée chez Christophe était la nuit du jour de l'anniversaire de Anne, le jour de ses 28 ans. Mais là, tenez-vous prêts parce que les policiers vont faire une énorme découverte. En fait, cette femme dans la voiture, eh bien Christophe est marié avec elle depuis 10 ans. Sa femme s'appelle en fait Sophie, a 41 ans et ils ont 2 enfants ensemble. Aussi, Christophe vit avec sa femme, ils vivent ensemble à 20 km de son appartement avec Anne. En fait, Christophe avait tout simplement 2 vies. Une vie de famille avec sa femme Sophie et ses 2 enfants, et sa vie avec Anne qui venait tout juste de tomber enceinte. Et là, tout d'un coup, les policiers se disent que Sophie, donc la femme de Christophe, pourrait très bien être le suspect idéal. En fait, pour eux, un scénario arrive directement et se disent que peut-être Sophie se serait rendue compte que son mari avait une maîtresse. En plus de ça, elle se serait rendue compte que cette maîtresse était enceinte et donc elle aurait voulu l'éliminer. C'est donc dans l'optique de lui faire avouer que les policiers vont alors de nouveau l'interroger. En fait, Sophie expliquerait aux policiers qu'elle était au courant en fait de sa relation avec Anne, qu'elle savait que son mari la trompait et que ça faisait 1 an même qu'elle le savait. Donc au début c'était un secret et puis Sophie l'avait appris et maintenant le couple vivait comme ça en fait. Donc Sophie acceptait totalement la relation extra-conjugale de son mari. Bon, elle acceptait mais ça lui faisait quand même mal au cœur, elle en souffrait beaucoup et c'est vrai qu'elle avait d'autant plus souffert quand elle avait appris que Anne était enceinte. En fait, en creusant un peu, on va se rendre compte que Sophie avait tout accepté parce qu'elle ne voulait pas que son mari l'abandonne seule avec ses 2 enfants. La police expliquera ensuite que selon eux, Anne Caudal aurait disparu pendant la soirée du 8 juillet 2011. Et donc dans la continuité des choses, ils demanderont à Sophie où elle était à ce moment-là. Sophie répondra à ça qu'elle était tout simplement à la maison, en famille, avec Christophe et ses 2 enfants. Elle dira aussi que le 9 juillet, donc le lendemain, toute la petite famille avait été faire des courses dans le centre de Rennes. La police va ensuite interroger Christophe pour entendre son alibi et les 2 alibis vont totalement correspondre et diront la même chose. Par contre, la police va arriver à trouver une petite faille dans leur discours. Christophe dira en fait qu'il ne se passait rien de spécial dans le centre de Rennes le 9 juillet. Or c'est faux. Il y avait ce jour-là un grand rassemblement car Coca-Cola fêtait ses 125 ans et cela prouve alors que le couple ment. D'ailleurs, le couple va même donner leur itinéraire dans Rennes jusqu'à aller au magasin. La police va donc visionner les caméras de surveillance qui donc auraient dû filmer la voiture du couple et il n'y aura rien, pas une trace de la voiture de Christophe et Sophie. Donc, cela prouve qu'il ment et leur alibi tombe à l'eau. Entre-temps, le couple voisin de palier de Anne et Christophe vont rentrer de vacances et vont apprendre que leur voisine, Anne, a disparu. Et là,
ils vont décider d'aller parler à la police. Ils vont en fait expliquer à la police que la nuit du 7 au 8 juillet, ils ont entendu vers 2 h du matin une grosse dispute éclater dans l'appartement de Anne et Christophe. Ils ont aussi entendu le cri d'une femme, puis après ça un gros bruit qui correspondrait à une chute. La police confirme alors qu'il serait totalement possible que Anne ait été tuée chez elle la nuit du 7 au 8 juillet vers 2 h du matin. Le lendemain, un autre couple va aller voir la police pour leur expliquer ce qu'ils ont vu le 9 juillet, donc le lendemain de cette grosse dispute. Ils diront qu'ils se promenaient au bord d'un étang près de Rennes et qu'à un moment, ils auraient entendu un craquement dans les sous-bois et ont vu une femme s'éloigner. Le couple va alors trouver ça étrange de trouver une femme comme ça partir un peu en courant et ils vont décider de la suivre. Ils vont la suivre et ils vont la voir arriver près d'un autre homme, donc elle semblait le rejoindre. La femme serait ensuite montée dans une voiture rouge en laissant l'homme seul. Mais c'est pas tout, dans le petit bois où donc ils avaient vu cette femme, le couple de témoins va trouver une sorte de grand colis fermé à l'aide de plusieurs ficelles. Le couple de témoins diront aussi n'avoir pas essayé d'ouvrir le colis et qu'ils sont partis en ayant un peu peur. Par contre, le couple de témoins diront aussi que 10 minutes plus tard, ils se sont un peu ravisés, ils se sont dit on va quand même aller voir qu'est-ce que c'est ce colis. Ils sont retournés à l'endroit où ils l'avaient vu et là, il n'y avait plus rien. Ce qui est aussi vraiment dingue, c'est que la description physique que le couple de témoins a fait de cet homme et de cette femme qu'ils avaient vus correspond exactement à la description physique de Sophie et de Christophe. En plus de ça, le couple avait justement une voiture rouge. La police est maintenant convaincue, c'est Christophe et Sophie en couple qui ont tué la pauvre Anne Caudal. 3 semaines après la disparition, le couple d'assassins présumés va donc être placé en garde à vue. En garde à vue, Christophe n'avoue rien et il reste même sur son alibi de base. Par contre, pour ce qui est de Sophie, qui était un petit peu plus faible, elle ne saura pas quoi répondre quand la police va lui dire que quelqu'un l'a vue près de l'étang avec ce colis. Elle va se mettre alors à pleurer et elle va tout avouer. Elle expliquera alors que Christophe lui avait avoué s'être engueulé avec Anne dans leur appartement et qu'il l'avait étranglée et tuée. Elle dira avoir ensuite aidé son mari à cacher le corps. Après cette discussion, Sophie acceptera de conduire les enquêteurs jusqu'à l'endroit où se trouvent les ossements de Anne Caudal. Sophie va alors conduire la police dans la ville de Nouveau-Tout, dans un petit chemin de terre. La police va alors trouver entre 2 arbres la trace d'un feu, et en s'approchant, ils vont y découvrir des ossements carbonisés. Les ossements seront analysés et finalement les enquêteurs annonceront qu'il s'agit bel et bien de Anne Caudal. Bon, face à ça, on s'imagine bien que Christophe va être forcé de tout avouer. Il expliquera alors que le soir du 7 juillet, il était avec Anne. On apprendra ici que Anne savait que Christophe avait une femme et que ce jour-là, elle lui faisait une petite crise de nerfs, comme il dit, car elle voulait absolument qu'il quitte sa femme. Mais Christophe dira non à Anne en disant que il ne pourra pas s'en sortir sans sa femme, que sa femme travaille, que lui non, et qu'il est obligé de rester avec elle parce qu'il est un peu dépendant d'elle financièrement. Une dispute va alors éclater et dégénérer en bagarre. Anne va alors tomber, se cogner la tête sur le coin d'un meuble et une fois au sol, Christophe va tout simplement mettre ses mains autour de son cou et l'étrangler. Après ça, Christophe va se rendre compte que Anne est décédée. Évidemment, il ne peut pas se débarrasser du corps seul, donc il va rentrer chez lui et il va tout expliquer à sa femme, Sophie. Sophie va alors refuser de l'aider, mais Christophe va la menacer en disant que si on retrouvait le corps de Anne, la première à être suspectée serait Sophie, vu que Anne était la maîtresse de son mari. Ce chantage va alors marcher, c'est comme ça que le soir même, Christophe et Sophie vont aller chercher le corps de Anne, vont le mettre dans la voiture et vont le ramener chez eux pour que personne ne puisse tomber dessus. Le lendemain, ils vont alors mettre le corps dans un colis et ils vont essayer de s'en débarrasser autour d'un étang. Mais voilà, ils diront à ce moment-là qu'ils ont remarqué qu'un couple les avait vus et donc ils ont changé d'avis, ils ont repris le colis et ont été à un autre endroit. Ils vont alors déposer le corps à Nouveau-Tout et pour être sûr de laisser le moins de preuves possible, ils vont y mettre le feu. Donc voilà, après cet aveu, on sait tout ce qui s'est passé. Là, ça va être un énorme choc pour la famille de Anne qui va être extrêmement choquée d'apprendre tout ça. Les pauvres avaient confiance en Christophe, ils l'aimaient, il avait soutenu les parents pendant toutes les recherches, donc vraiment tout le monde était choqué. Bon, sinon en attendant, Christophe et Sophie vont être mis en détention provisoire en attendant le procès. Mais le 24 août 2011, Christophe va se donner la mort dans sa cellule.
ce qui fait que le procès sera tout simplement annulé. Par contre, Sophie sera toujours accusée pour destruction et dissimulation de preuves. Son procès va donc arriver et après ça, elle sera condamnée à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. Mais finalement, Sophie n'ira même pas en prison, elle s'en sortira avec un bracelet électronique. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Donc voilà encore une histoire de féminicide vraiment, vraiment très triste et que je trouve très très peu médiatisée. Effectivement, j'ai eu du mal à trouver énormément de photos de Anne, de son compagnon. J'ai même pas de photos de Sophie. Voilà, c'est une histoire un peu oubliée, j'ai envie de dire. Donc j'étais assez contente de vous la faire découvrir. En tout cas, si l'histoire vous a intéressé et touché, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!